Eh bien, bonsoir et bienvenue au 10e dîner de gala de l'association Marco Polo Déplacement Professionnel, 10 ans déjà. Et comme vous le savez, chaque année, le dîner est précédé d'une conférence débat que les deux coprésidents de l'association vont se faire le plaisir de vous présenter, à savoir Abdelaziz Bougja et Lucien Isna. N'oubliez pas de rebrancher vos téléphones quand la soirée sera terminée, s'il vous plaît. Merci. Alors, tous les marcopoliens ici présents, Abdelaziz et moi-même, en notre qualité de coprésident, nous sommes très heureux et très fiers de vous accueillir dans le cadre de notre 10e anniversaire à cette 4e conférence qui a pour thème les défis sécuritaires de la France au XXIe siècle. Alors, le thème de cette conférence, qui touche donc les sujets de notre passé, de notre présent, de notre futur, est totalement en adéquation avec le domaine que nous sommes tous appelés à gérer au quotidien. Pour cela, nous voudrions remercier Frédéric Pechnard, ici présent, à nos côtés, et qui nous fait l'honneur et le privilège d'avoir accepté de nous éclairer sur cette voie. Sa notoriété nous dispense de le présenter plus que cela. Mais tout de même, après des études de droit, il intègre la police nationale, on devient le DG, il est maintenant vice-président en charge de la sécurité et de l'aide aux victimes au Conseil général d'Île-de-France. Il est par ailleurs conseiller de Paris et maître de conférences à Sciences Po Paris. Cher Frédéric, la parole t'appartient désormais. Sous vos applaudissements, bonne conférence. Mesdames et messieurs, bonsoir. D'abord, permettez-moi de vous dire que je suis ravi de me retrouver dans ce lieu prestigieux pour parler de ce que j'aime et de ce que je connais, la police. Alors Aziz m'a demandé de faire une conférence qui soit en lien avec vos thèmes de prédilection, c'est-à-dire le voyage. Comme je ne connais rien au voyage, j'ai plutôt décidé de faire quelque chose que je connais sur la sécurité. Et d'ailleurs, le thème de la conférence, c'est pas du tout ce que je vais vous dire. Donc le thème, c'est défis sécuritaires de demain pour la France, le XXIe siècle. Il y a 4 défis, mais j'ai surtout envie ce soir de vous parler du 4e. Je vais quand même vous parler un tout petit peu des 3 premiers d'abord, et on va s'apercevoir que finalement, en vous parlant des défis sécuritaires de demain, eh bien, on retombe sur vos thèmes de prédilection qui sont le déplacement, le voyage, la mondialisation, puisque tous les thèmes dont je vais vous parler, qui sont les défis que la France aura à relever au XXIe siècle, eh bien, finalement, on va s'apercevoir qu'ils sont extrêmement mouvants. Le premier défi sécuritaire de demain qui commence dans nos cités, c'est la criminalité organisée, et particulièrement le trafic de stupéfiants. Aujourd'hui, toutes nos cités, tous nos quartiers difficiles sont gangrénés par ce qu'on appelle la criminalité organisée. Vous avez le proxénétisme, le vol à main armée, mais essentiellement, c'est le trafic de stupéfiants. Et ce trafic de stupéfiants, c'est essentiellement le trafic de hashish et à une moindre mesure, le trafic de cocaïne. 90% du hashish consommé en France provient du Maroc et 100% de la cocaïne provient d'Amérique du Sud par les voies qui aujourd'hui se passent essentiellement soit par les Antilles, soit par l'Afrique. Donc on est déjà sur des routes, non pas des routes de la soie chères aux Chinois, mais des routes pas trop lointaines pour le hashish, encore que ça traverse la Méditerranée, ça remonte l'Espagne pour arriver chez nous, directement ou d'ailleurs indirectement. Il y a aussi une partie du hashish qui nous arrive par la Hollande. Et puis en ce qui concerne la cocaïne, qui est l'autre produit le plus vendu, eh bien, comme je vous l'ai dit, il est produit en Amérique du Sud et il remonte notamment par l'Afrique. D'ailleurs, c'est des routes qui se recoupent et avec le terrorisme et avec le trafic de migrants. Le deuxième défi sécuritaire de demain, c'est aussi, certains disent surtout, le trafic d'êtres humains. Et notamment le trafic de migrants. C'est-à-dire qu'on a un continent, on pourrait parler bien sûr de la Syrie et de l'Irak, mais j'y reviendrai tout à l'heure quand on parlera du terrorisme. Mais on a un continent, l'Afrique, avec une explosion démographique et une volonté d'un certain nombre de jeunes Africains d'avoir une vie meilleure, notamment en Europe, et donc des arrivées qui sont importantes et massives. Et malheureusement, une partie de ces gens remettent leur destin entre les mains d'organisations criminelles qui vont les faire passer à moindre coût pour eux,
et par contre a un coût humain extrêmement fort, puisqu'aujourd'hui vous pouvez prendre tous les pays d'immigration de migrants qui viennent de l'Afrique, pour prendre l'Arc de l'Érythrée, la Somalie, le Soudan, le Niger, le Mali ou le Sénégal ou la Côte d'Ivoire, et finalement toutes ces routes reviennent et arrivent en Libye, pour ceux qui viendront par la Méditerranée, et ils embarquent à Benghazi, à Tripoli. Là aussi, nous avons des liens entre le trafic de drogue, le terrorisme et le trafic de migrants. Le troisième défi est un défi qui est tout aussi mouvant, bien qu'impalpable, c'est la cyberdélinquance et donc la cybersécurité. Là aussi, on est dans le déplacement, dans le voyage. Et pour être virtuel, il est quand même bien réel, puisqu'une des grandes difficultés qu'on peut avoir dans la lutte contre la cyberdélinquance, c'est que rien ne se passe chez nous. Ce qui fait qu'il faut aller demander aux Américains, aux Russes, voire à d'autres pays, s'ils peuvent gentiment nous donner des informations. Et ils le font, ils ne le font pas. Ce qui fait que des opérations de déstabilisation ou de délinquance par Internet, eh bien, on a de grandes difficultés à pouvoir remonter, justement parce que, en 3 clics de souris, l'information Internet fait 4 fois le tour du monde et nous demande beaucoup d'efforts pour arriver à remonter. Et enfin, le terrorisme. Le terrorisme, il est essentiellement dans le risque de demain islamique, et d'ailleurs plus particulièrement en ce qui nous concerne sunnite, et est très fortement implanté en Afrique. Voilà, on voit que ces quatre défis qui nous attendent demain, sur lesquels chacun de ces défis mériterait une ou d'ailleurs plusieurs conférences. Donc je n'ai pas la prétention de vous donner des informations sur tout, mais pour vous éclairer un petit peu de manière plus générale, eh bien, ces informations, vous avez compris que ces défis sécuritaires, on ne pourra pas les relever seul. On sera obligé, bien sûr, de s'appuyer, comme on fait aujourd'hui, sur l'Europe. L'Europe nous a amené la paix, tout le monde le sait. L'Europe nous a aussi amené la sécurité. Entre ce qu'on pouvait faire quand j'étais jeune commissaire de police à la brigade des stupéfiants il y a 30 ans, et ce que font aujourd'hui les gens de la brigade des stupéfiants, grâce à Europol, grâce à mandat d'arrêt européen, grâce au système d'information Schengen, grâce à Europol et à toutes les équipes communes d'enquête qui ont été mises en œuvre, on a des possibilités de travail qui sont considérablement renforcées. Mais bien sûr, il faut aussi, par le biais d'Interpol, même si c'est beaucoup plus difficile, arriver à travailler de manière beaucoup plus intelligente avec les autres polices du monde. Voilà. Donc c'est dans nos défis, il y a incontestablement le renforcement de la sécurité en Europe et dans le monde qui seul nous permettra de faire face à ces défis. Alors je dis toujours, quand je fais une conférence sur le terrorisme, l'avantage de parler de terrorisme, c'est qu'on est toujours dans l'actualité. Quel que soit le moment où vous parlez, il y a toujours eu, il y a 2 jours, il y a 3 jours, il y a 4 jours, un problème, un attentat, une difficulté en France, en Europe, dans le monde. Donc je ne vais pas vous redire la litanie insupportable de toutes les actions terroristes menées contre la France ou contre ses intérêts ou contre nos alliés, mais généralement, ce sont des sujets qui intéressent parce que ce sont des sujets qui sont dans l'actualité. Alors, je vous le dis, ce sujet, vous ne perdez rien à réfléchir dessus parce que probablement, le terrorisme sunnite, on l'aura encore face à nous pendant de très nombreuses années. Alors, je sais bien qu'en politique, Winston Churchill disait « il faut être capable de prédire ce qui se passera demain, la semaine d'après, le mois d'après, l'année d'après. Et ensuite, il faut être capable d'expliquer pourquoi ça ne s'est pas passé comme on l'a dit. » Malheureusement, je pense que si je reviens parler dans 5 ou 6 ans, eh bien, l'avenir me donnera raison. Et cette thématique du terrorisme continuera à nous hanter longtemps. Sur le terrorisme, un premier mot. Moi, je donne des cours à Sciences Po. Ce sont des étudiants qui sont intelligents, aguerris, ils sont en 4e année, ils ont 21 ans, 22 ans. Et pour eux, ils savent ce que c'est que le terrorisme. C'est le terrorisme islamique. Donc la première chose à dire, c'est que le terrorisme, même si aujourd'hui, il est pour nous, évidemment majoritairement islamiste, il n'a pas été que ça, et loin de là. Si on prend juste les 100 dernières années en France, un tout petit peu avant, le terrorisme anarchiste, par exemple, on peut rappeler qu'Auguste Vaillant, en 1893, avait jeté une bombe à l'Assemblée nationale. On peut rappeler qu'un Italien du nom de Cesario a assassiné Sadi Carnot, qui était président de la République française, en 1894. Donc on voit bien que les sujets qui nous paraissent aujourd'hui réels ou anciens, mais existent quand même. Nous avons eu du terrorisme aussi d'extrême droite.
Je pense notamment à la cagoule en 1936, il y en a eu d'autres, hein, avec tentative d'assassinat de Léon Blum, l'assassinat des frères Roselli, un attentat déjà dans un aéroport à Tossul-le-Noble en 1936. On a eu bien sûr en France aussi un terrorisme d'extrême gauche. Là, c'est beaucoup plus récent. Tout le monde, dans son souvenir, les terroristes d'action directe, avec l'assassinat du général Audran, de M. Bess, de Gabriel Chahine, qui était l'informateur des renseignements généraux. Nous avons eu un terrorisme séparatiste extrêmement important, soit directement lié à la France, soit lié à l'étranger, mais avec des actions commises en France. Je pense à la Sala, l'armée secrète arménienne pour la libération de l'Arménie. Je pense à l'ETA. L'ETA, ça a été 1000 morts, mais pas seulement qu'au Pays Basque espagnol, également en France. Et quand j'étais directeur général de la police nationale, il y a des gardes civils qui ont été assassinés en France, et un policier français a également été assassiné par l'ETA en France. Ipar et Tarak, le versant français de l'ETA, ceux du Nord, Philippe Bidard, entre 82 et 87, a assassiné 2 policiers et 2 gendarmes. Moins connus, le Front de libération de la Bretagne, mais qui ont tout de même saucissonné le directeur de la police judiciaire de Rennes et fait exploser sa villa. Et puis bien sûr le FLNC, qui n'a pas eu, fort heureusement, le Front de libération nationale de la Corse, beaucoup de sang sur les mains, à l'exception toutefois notable, bien sûr, de l'assassinat du préfet Erignac. Passons sur la guerre d'Algérie, avec une forme de terrorisme, d'un côté le FLN, de l'autre l'OAS. Et puis, sur le terrorisme d'État, dont nous n'avons pas eu beaucoup de manifestations en France ces dernières années, mais qui a assez touché durement notre territoire. Je pense aux attentats de 85, le CSPPA, le comité de soutien aux prisonniers politiques, qui était un faux-né du Hezbollah. C'est l'attentat de la rue de Rennes en 1986, l'attentat du Drakkar à Beyrouth, où 56 de nos parachutistes ont été assassinés. Plus tard, en 1990, toute une série d'assassinats commandités directement par l'Iran, avec l'assassinat de Cyrus Elahi, d'Abdelrahman Bourouman et bien sûr de Chapour Bakhtiar, l'ancien Premier ministre du Shah. L'assassinat en 1988 de Dulcie September, qui n'a jamais été solutionné, mais dont on pense avec des chances sérieuses de réussite que ça a été commandité par les services secrets africains. Et puis, je peux nommer aussi Atef Sesso, qui a été assassiné à Paris en 1992 dans le cadre du projet Colère de Dieu. C'était Golda Meir qui avait décidé, ils ont donc été probablement assassinés par le Mossad, qui avait décidé de venger l'assassinat des athlètes israéliens en 1972. Donc on le voit, quand on parle de terrorisme, et maintenant nous n'allons plus parler ce soir que du terrorisme sunnite, et un tout petit peu chiite, mais à peine. Le terrorisme, il a toujours existé sous tout un tas de formes, et finalement, on peut considérer systématiquement que c'est soit, en fonction, si on veut être sympathique, l'arme des faibles ou l'arme des lâches, mais en tout cas, c'est une forme de guerre asymétrique et qui existe toujours et qui a toujours existé. Alors évidemment, le terrorisme sunnite, il est finalement beaucoup plus impressionnant pour nous parce qu'il est complètement mondial, parce qu'on ne sait pas trop comment on va s'en sortir, et parce qu'on a affaire à des gens qui sont nombreux et qui sont extrêmement fanatiques, puisque, on l'a bien vu ces dernières années, c'est non seulement ils sont prêts à aller jusqu'à la mort, mais même plus, ils ont intégré la mort comme méthode de terreur. Alors, la première question à se poser, c'est quand est-ce que ça commence? Est-ce qu'on a une date? Est-ce que c'est dès le départ, à la naissance du prophète? Est-ce que c'est un petit peu plus tard? Est-ce que c'est les Saouds? Est-ce que c'est les frères musulmans qui ont été créés, je vous le rappelle, en 1928? Moi, je pense qu'il y a une date qui est extrêmement précise et qui est finalement relativement proche, et c'est jamais inintéressant de remettre les choses en perspective historique. Pour moi, le début du terrorisme sunnite, c'est 1979, avec la guerre d'Afghanistan contre l'Union soviétique. J'allais dire la première guerre d'Afghanistan, on va la nommer comme ça. Malheureusement, ce pays a été en guerre bien souvent, et avec les Anglais et avec d'autres personnes. Mais la matrice du djihadisme international, c'est la première guerre d'Afghanistan. Cette guerre durera 10 ans, 1979-1989, et verra in fine d'ailleurs le retrait des troupes soviétiques et l'affaiblissement, puis la chute du mur de Berlin et la chute du régime soviétique.
Alors 1979, pour bien caler les choses, c'est aussi l'année où l'Ayatollah Khomeini retourne en Iran. Là, on est d'accord, on est chez les chiites, mais enfin tout de même, c'est la première fois que, dans l'histoire moderne, il y a une république islamiste en Iran. 1979, c'est aussi la grande prise d'otage à la mosquée, à la grande mosquée, au cœur de l'Arabie saoudite, où là, il y a plusieurs dizaines de milliers de pèlerins qui ont été pris en otage, avec beaucoup de morts. Et finalement, il y aura une intervention qui permettra de résoudre cette prise d'otage. Donc on voit que 1979, c'est un moment où les choses commencent sérieusement à frémir, et notamment donc la première guerre d'Afghanistan. Quand l'Union soviétique rentre en Afghanistan, certains y voient une opportunité d'infliger à l'Union soviétique une défaite. Et il y aura donc une espèce de front entre l'Arabie saoudite, le Pakistan et les États-Unis d'Amérique, l'Arabie saoudite fournissant l'argent, le Pakistan fournissant la logistique, la base arrière, les services de renseignement qui vont aider ce qu'on appellera plus tard les talibans, mais que je vais appeler aujourd'hui les moudjahidines, et les États-Unis d'Amérique qui formeront et qui donneront les armes. Il n'est donc pas inintéressant à ce stade d'avoir déjà une première type de réflexion. Finalement, d'une certaine manière, est-ce que nous ne sommes pas, quand je dis nous, je parle des Occidentaux pour ne pas cibler plus spécifiquement les États-Unis, est-ce que d'une certaine manière, nous ne sommes pas à l'origine de la création d'Al-Qaïda? Au tout début, à partir de 1984, le conflit prend une tournure plus internationale. Et là, avec l'appui des services pakistanais, avec les armes des Américains, avec l'argent des Saoudiens, eh bien, viennent s'installer à Peshawar deux personnes qui vont être fondamentales. La seconde, vous la connaissez bien, je vais l'évacuer tout de suite, c'est Oussama Ben Laden. Le premier, qui est un peu le père spirituel de Ben Laden, que vous ne connaissez peut-être pas, s'appelle Abdallah Azzam. C'est lui qui a théorisé comme sixième pilier de l'islam, si j'ose dire, deux concepts extrêmement importants dans l'histoire sunnite, le djihad individuel et le martyr. Le djihad individuel, c'est lui, en 1984, il est docteur, c'est un savant, et il explique à tous les musulmans que, contrairement à avant, le djihad n'a pas besoin d'être collectif, il n'a pas besoin d'être décidé par tout un tas de personnes. Non, à partir du moment où vous êtes musulman, tout seul, vous pouvez, voire vous devez attaquer les mécréants. Donc il a donné une espèce de blanc-seing à l'ensemble de la communauté musulmane, enfin, quand je dis à l'ensemble des terroristes au sein, ou des fous furieux au sein de la communauté musulmane, pour attaquer et tuer les ennemis. Et puis, je ne dirais pas qu'il a inventé le martyr, bien sûr, mais le martyr était plutôt dans la tradition chiite, et il va intégrer ça dans la tradition des terroristes sunnites, comme on a vu en France notamment à partir de 2012 avec Mera. Ces gens-là, donc Azzam et Ben Laden, se retrouvent en 1984 à Peshawar et ils créent le bureau des services, c'est-à-dire que leur boulot, c'est de faire venir des moudjahidines du monde entier pour aider les Afghans à lutter contre l'Union soviétique. Donc, de fait, il y a des moudjahidines du monde entier qui vont venir, d'Arabie saoudite, du Maghreb naturellement, mais aussi d'Europe et aussi de France. Déjà à l'époque, on s'intéressera à ces gens-là qui viennent combattre. Et puis, ils vont participer à la guerre. Et puis en 1989, eh bien, les Soviétiques vont s'en aller et les Afghans vont rester chez eux. Mais les moudjahidines, ceux qui ont combattu, vont rentrer dans leur pays. Et ça sera, si j'ose dire, le début de la dissémination. C'est-à-dire qu'on pourrait considérer que si le terrorisme est un cancer, que la matrice de l'Afghanistan, c'est la tumeur initiale, et après, il y a tout un tas de petites métastases qui vont être renvoyées un peu partout dans le monde. Là, vous voyez, on va aussi, j'espère que ça te fait plaisir, Aziz, on va aussi voyager un petit peu. Donc, cette deuxième partie de cette histoire du terrorisme sunnite, c'est ce que j'appelle l'internationalisation. C'est-à-dire que ces moudjahidines vont repartir et vont être d'ailleurs accueillis à peu près partout, sauf en Arabie saoudite, mais à peu près partout comme des héros. Alors, pour l'Arabie saoudite, Ben Laden va revenir en Arabie saoudite, mais il ne pourra pas y rester parce qu'il va s'opposer, lors de l'invasion par l'Irak du Koweït, il va s'opposer au fait que les Américains mettent des troupes. Et il va dire à la dynastie saoudienne, mais non, nous, on est capable de faire. Finalement, ce qui se passe, c'est que les Américains vont venir
a aidé d'ailleurs des Anglais et des Français. Et à ce moment-là, Ben Laden s'en ira et va s'installer au Soudan. C'est un moment extrêmement important pour lui, parce que finalement, jusqu'à présent, il n'est pas tellement connu. Au Soudan, il va être considéré quasiment comme un chef d'État, entre l'ambassadeur et le chef d'État, et il va beaucoup recevoir, et il va implanter les petites graines qui deviendront plus tard Al-Qaïda. Le deuxième endroit où partent les terroristes islamiques, qu'on n'appelle pas encore comme ça, les Moudjahidines, donc, assez curieusement, c'est Londres. À tel point qu'à l'époque, on appelle ça Londonistan. Ce sont des gens qui nous inquiètent, des gens qui sont partis de leur plein gré pour aller combattre et qui sont revenus. Donc, ils sont évidemment doublement inquiétants, et à la fois en capacité technique de combat et en même temps en embrigadement. Eh bien, il y a beaucoup de gens qui vont s'installer à Londres, où il faut bien reconnaître que nos amis islamistes bénéficieront d'une tolérance absolue, y compris d'ailleurs dans les mosquées, puisque dans la célèbre mosquée de Finsbury Park, on a eu des prêches d'Abou Qoutada, dit le prêcheur de haine, ou d'Abou Hamza, dit capitaine Crochet. Rappelons quand même que tous les terroristes qui se sont fait exploser dans les tours jumelles sont passés par Londres, et notamment Moussaoui, qui est le seul survivant. Nous avons également Richard Reed, qui est passé par la mosquée de Finsbury Park. Richard Reed, c'est Shoe Bomber. C'est le garçon qui a essayé de se faire péter les chaussures pleines d'explosifs dans un avion. Et pour illustrer encore les difficultés qu'on pouvait avoir avec nos amis anglais, Rachid Ramda. Rachid Ramda était la personne qui a financé les attentats en France de 1995 et 1996. Les attentats du GIA, on y reviendra, mais sachez que Rachid Ramda, à partir de Londres, envoyait de l'argent aux terroristes qui étaient chargés d'organiser. Nous avions identifié cette personne, nous avions des éléments à charge contre lui extrêmement fortes. Eh bien, les Anglais n'ont pas hésité à nous l'extrader au bout de 10 ans. Donc ils ont gardé Rachid Ramda pendant 10 ans. J'ai moi-même fait d'ailleurs des commissions rogatoires internationales dans ces affaires. Et quand on parlait aux Anglais, ils disaient le terrorisme, on sait ce que c'est irlandais. Il a donc fallu attendre qu'eux-mêmes soient frappés sur leur sol par les terroristes islamiques pour qu'on se mette à avoir enfin, si j'ose dire, une coopération satisfaisante avec les Anglais. Mais à l'époque, le Londonistan est quelque chose qui est important, d'autant plus que nous avons un penseur stratégique de la pensée islamique qui s'appelle Al-Souri, et le premier bulletin, le premier opuscule défendant l'islamisme et le terrorisme islamiste, un bulletin qui s'appelle Al-Ansar, eh bien, sera créé à Londres et édité à partir de Londres. Un autre endroit, toujours dans l'internalisation, qui sera très important, c'est la Bosnie. En 1992, il y a une guerre civile en Bosnie, vous le savez tous. En 1993, il est créé à nouveau une brigade des Moudjahidines. Il y aura près de 3000 personnes. Et là, ça va nous impacter plus que l'Afghanistan, parce que la Bosnie, c'est l'Europe, c'est à nos portes. Et donc, il y aura un certain nombre de jeunes Français, plus conséquents pour que l'Afghanistan, qui partiront faire la guerre dans cette brigade des Moudjahidines en 1993. On retrouvera d'ailleurs plus tard le célèbre gang de Roubaix avec Lionel Dumont, où quand les gens du raid viendront les arrêter, eh bien, au lieu de tomber sur des voyous classiques, ils tomberont sur des fous furieux, armés de Kalachnikov, et qui ouvriront le feu. Et ça sera une véritable scène de guerre, des scènes à laquelle malheureusement on est plus habitué maintenant, mais qui à l'époque étaient vraiment exceptionnelles. Et puis enfin, bien sûr, l'Algérie. Il faut savoir que les combattants algériens qui sont revenus d'Afghanistan, eh bien, on les appelait les Afghans, et ils bénéficiaient d'une espèce d'aura qui était importante. L'Algérie est un pays qui est absolument capital pour nous, d'abord par notre passé, ensuite par l'importance de la communauté algérienne en France. Il y a à peu près 1 million d'Algériens qui sont en France, et par les liens qu'on a avec ce grand pays. Donc l'Algérie, en moment, toujours dans cette même période, en 1991, il y a la fin du processus électoral, l'interdiction du Front islamiste du salut, et puis l'Algérie va basculer dans la guerre civile, et puis sera créé le groupe islamique armé, le GIA. Donc le GIA sera à l'origine des attentats de 95 et de 96, et également du détournement de l'avion, de l'Airbus, qui s'est posé finalement à Marignane en 1994, dont certains pensent aujourd'hui que le but des terroristes était de pouvoir s'écraser sur Paris. Ce GIA deviendra plus tard le GSPC, groupe salafiste pour la prédication et le combat. Puis il prendra une franchise d'Al-Qaïda et s'appellera, ce qu'il est d'ailleurs toujours aujourd'hui sous cette forme, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Et là, la grande différence, c'est que tant que c'était GIA et GSPC, tout ça restait complètement à l'intérieur des frontières algériennes, ce qui fait que quand j'étais
au début de ma fonction, il y a 10 ans, quand j'étais directeur général de la police, avec le ministre de l'Intérieur. On voyageait évidemment assez souvent. L'idée qu'un Français puisse risquer quelque chose au Niger, au Mali, en Égypte, ce serait venu à personne. J'aurais pas empêché mes enfants d'y aller. Le seul endroit qui posait difficulté, c'était l'Algérie, compte tenu de la guerre civile, mais c'était tout à fait lié à l'intérieur des frontières. Avec Al-Qaïda, les choses se sont un petit peu déplacées, et maintenant, nous avons toute la zone, la bande sahélo-saharienne, où il est extrêmement difficile pour nous de nous y rendre. D'ailleurs, incontestablement, on s'aperçoit d'une certaine manière, les terroristes ont gagné une partie de la guerre, puisque qui irait aujourd'hui avec sa femme et ses enfants dans le Sinaï? Pas grand monde. Qui irait aujourd'hui en vacances dans le nord du Mali ou au Niger pour faire un trekking? Pas grand monde. Et le célèbre rallye Paris-Dakar, qui pendant 30 ans a traversé l'Algérie, la Mauritanie, le Mali pour finir à Dakar, eh bien, ce serait tellement impossible de le faire. C'est qu'aujourd'hui, bien qu'il s'appelle toujours le Dakar, comme vous le savez, il est en Amérique du Sud. Et un mot sur ces gens du GIA. C'est assez intéressant parce que finalement, il y a un nom en 1995 que tout le monde a retenu, c'est Khaled Kelkal. Khaled Kelkal était un jeune Français originaire de la banlieue de Lyon qui, avec des Algériens du GIA, ont participé à un certain nombre d'actions terroristes et finalement il sera abattu par les forces de l'ordre françaises. Mais il est intéressant parce que finalement, quand vous regardez son profil, eh bien, il a à peu près le même profil que tous les terroristes endogènes, je dis bien endogènes, c'est-à-dire français ou habitant en France depuis leur naissance, que nous avons connus ces derniers temps. C'est-à-dire quelqu'un qui vit à 90%, ce que je vais vous dire est vrai, il y a toujours bien sûr des exceptions, mais on a affaire à des gens issus de l'immigration, qui habitent dans des quartiers qui sont difficiles, qui ont généralement une scolarité erratique, qui sont tous passés par la case prison ou par la case petite délinquance, voire un petit peu plus gros délinquance, et puis, pour trouver probablement un sens à leur vie, sont embrigadés et commettent ces attentats terroristes. Voilà. Ça nous permet de réfléchir d'ailleurs un petit peu, si on sait d'où ils viennent et comment ils ont été formés, est-ce qu'on ne pourrait pas apporter une autre réponse que la réponse sécuritaire? Mais je vous en parlerai tout à l'heure, bien que ce ne soit pas du tout mon sujet, bien sûr. Moi, je ne m'occupe que de la réponse sécuritaire. En tout cas, je ne me suis occupé que de ça. Et puis enfin, après cette internationalisation, décidément, j'ai du mal, le choc et la création d'Al-Qaïda. Et Al-Qaïda, c'est 1998, les attentats simultanés contre les ambassades de Tanzanie et du Kenya. C'est 2000, avec l'attaque suicide contre un bâtiment de guerre, l'USS Cole. Et bien sûr, c'est 2001, New York. Voilà. Là, on est au summum de ce qu'a pu faire Al-Qaïda. Et comme finalement, on n'apprend pas toujours de ses propres erreurs, eh bien, on décide d'attaquer l'Afghanistan. Finalement, on sortira 10 ou 15 ans après sans avoir réussi à changer grand-chose. Ce qui fait qu'entre-temps, l'Afghanistan est devenu le premier pays producteur d'héroïne et de cannabis, devant même le Maroc, même si on en consomme moins. C'est dire que, alors qu'on était présents militairement, y compris nous les Français, dans ce pays, on n'a pas réussi à empêcher le fléau de la criminalité organisée et le fléau de la drogue. On voit là aussi que les choses se recoupent, puisque finalement, c'est dans ce pays en guerre, avec un certain nombre de terroristes, avec les talibans, qu'ont pu prospérer aussi le trafic de stupéfiants. Alors, je sais, j'ai marqué ça quelque part, voilà, je sais que j'ai entendu le président Trump annoncer que Daesh était vaincu militairement, ce qui objectivement est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'ils n'ont plus d'endroit, en tout cas sur le papier, où ils sont les maîtres chez eux. Penser que le terrorisme islamique est éradiqué à la suite de ça serait évidemment, comme vous l'imaginez, extrêmement naïf. D'abord, nous avons encore beaucoup de combattants islamistes qui ont réussi à partir et qui reprendront la lutte, avec le problème des djihadistes français, l'éventuel retour des djihadistes français, ceux qui sont arrêtés, ceux qui ne sont pas arrêtés, ceux qui sont partis dans d'autres pays, qui nous concernent directement, parce que ce sont des gens qui peuvent assez facilement vivre et s'infiltrer en France, puisqu'ils sont français, avec éventuellement des gens qui peuvent les aider à préparer d'autres actions terroristes sur le territoire national. Et donc, assez naturellement, ce sont des choses qui inquiètent beaucoup nos services de sécurité et nos services de police. Et puis, il y a tout un tas de groupuscules qui ont fait alliance avec l'État islamique,
et eux qui n'ont pas été spécifiquement touchés. Et puis en dehors de ça, en dehors des gens qui sont très très proches de Daesh, vous avez plusieurs centaines de petits groupuscules ou de groupes importants dans le monde de terroristes islamiques, c'est-à-dire de gens qui veulent imposer par la force la charia et par la force nous interdire de vivre comme on le souhaite. Alors, je vais en citer que quelques-uns, mais vous les connaissez tous. Au Nigeria, Boko Haram, en Somalie, et depuis des années dans ce pays qui est dévasté par la guerre civile, les Shebabs, Al-Qaïda au Maghreb islamique, bien sûr, Al-Qaïda dans la péninsule arabique, et on voit qu'il y a une guerre tout de même assez sévère qui se passe aujourd'hui au Yémen, Al-Qaïda centrale, les talibans en Afghanistan, le Lashkar et Taliban au Pakistan, etc., etc. Et il y a même un groupe qui vient de se composer il y a quelques semaines au Mozambique et qui ont déjà assassiné pas mal de monde. Donc voilà un petit peu rapidement brossé le tour de ce qui est, comment c'est né et à quel point on en est aujourd'hui. Et incontestablement, le monde est devenu plus difficile, plus risqué pour nous Français, pour nous Européens. Les Français ont toujours été une cible derrière les Américains, mais on a toujours été une cible parce que nous avons toujours lutté contre le terrorisme, et spécifiquement contre le terrorisme islamique. Et c'est quelque chose auquel on doit penser en permanence maintenant quand on se déplace dans la quasi-totalité des pays du monde, parce que entre ceux où on risque, la plupart des pays africains, la plupart des pays du Moyen-Orient, une partie des pays de l'Asie, et ceux qui, pour des raisons sécuritaires, font en sorte que les déplacements soient de plus en plus compliqués, bien finalement, le terrorisme islamique a eu un impact considérable sur nos vies. Donc le problème qui se pose, c'est comment est-ce qu'on lutte contre le terrorisme ? Alors Poutine a eu cette phrase, on ne négocie pas avec les terroristes, on les détruit. Chez nous, on a eu un ministre de l'Intérieur, Pasqua, qui avait un petit peu la même philosophie, nous allons terroriser les terroristes. Je vais vous citer également Dominique de Villepin, qui a dit « Le terrorisme nous tend un piège, il veut nous pousser à la faute, et la faute, c'est la guerre. » Et enfin, une dernière citation du président Macron, « Notre réponse au terrorisme ne peut être que multiple. Afin d'y inclure toutes ces dimensions, elle doit être à la fois sécuritaire, économique, culturelle et éducative. » Voilà, donc on voit bien qu'il y a deux approches qui ne sont d'ailleurs pas forcément antinomiques. Il y a nous devons lutter physiquement contre le terrorisme, nous devons éradiquer le terrorisme, et puis nous devons essayer de comprendre pourquoi ces gens-là deviennent terroristes et qu'est-ce qu'on peut faire pour. Ce qu'on appelle de manière très pompeuse la déradicalisation. Donc l'idée est très bonne, on va prendre un terroriste, et puis on va lui expliquer qu'il a tort, et quand il sera passé entre les mains de savants, il sortira blanc comme neige en reconnaissant ses erreurs. Il y a des tentatives qui ont été faites dans un certain nombre de pays, avec d'ailleurs quelques succès, mais avec l'aide de la religion. En France, on est au niveau 0. Voilà, 0. Il y a 3 pauvres associations qui essayent de faire ce qu'ils peuvent. L'État a tenté de créer un centre de déradicalisation. Comme c'était basé sur le volontariat, autant dire que, 1, il n'y avait pas beaucoup de monde, et que 2, ceux qui venaient, ils étaient déjà déradicalisés avant même d'y rentrer. Et c'est quelque chose que nous avons laissé complètement de côté. Alors autant, je vais vous en parler maintenant, autant on a été efficace, et on est efficace, dans le domaine de la réponse sécuritaire, et probablement plus efficace que les autres pays du monde, en tout cas qu'un certain nombre, autant sur la prévention du terrorisme et la déradicalisation, je pense qu'aujourd'hui que tout est à faire. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que la lutte antiterroriste est suivie en France au plus haut niveau de l'État, puisque c'est le président de la République qui réunit autour de lui le comité de défense et de sécurité nationale et qui prennent les grandes orientations en matière de lutte antiterroriste. Il a à ses côtés le président de la République, c'est depuis 2008, Nicolas Sarkozy avait créé cette fonction, le coordinateur national du renseignement, qui s'appelle maintenant le coordinateur national du renseignement et de la lutte antiterroriste. C'est le préfet Pierre de Bousquet qui est un grand préfet et qui a été notamment le patron de la direction de la surveillance du territoire pendant de nombreuses années. Voilà, donc c'est vraiment le président de la République qui a pris le lead sur la lutte antiterroriste. Il a à ses côtés un service qui s'appelle donc le coordinateur national du renseignement et de la lutte antiterroriste. Nous avons en France une communauté du renseignement. C'est pareil, cette communauté du renseignement a été créée en 2008, après le livre blanc de 2008, vous savez, un livre blanc sur la défense.
Il y en a eu un certain nombre. Pour la première fois en 2008, on a eu un livre blanc sur la défense et la sécurité. En 2013, d'ailleurs, le nouveau livre blanc de la défense s'appelait aussi livre blanc de la défense et sécurité. C'est intéressant, au-delà des mots, c'est que pour la première fois, on a rapproché la sécurité intérieure de la sécurité extérieure. Jusqu'à présent, il y avait en gros la police qui s'occupait de la sécurité intérieure, l'armée qui s'occupait de la sécurité extérieure, et finalement, les gens ne travaillaient pas ensemble. On s'est aperçu qu'avec la mondialisation terroriste et qu'avec les difficultés qu'on pouvait avoir, c'est vrai dans la criminalité organisée, c'est vrai dans le trafic d'êtres humains, finalement, ça n'avait pas beaucoup de sens de séparer la défense intérieure de la défense extérieure. C'est pour ça qu'il y a eu ce livre blanc. Et ce livre blanc a permis de créer la communauté du renseignement. Donc en France, nous avons 6 services de renseignement qui sont, si j'ose dire, labellisés services de renseignement. C'est beaucoup. Il y a des pays où il y en a moins, des pays où il y en a encore plus. L'idée, c'est de faire en sorte qu'ils se connaissent, qu'ils se coordonnent, qu'ils se parlent, qu'ils échangent. Pour ça a été créé, avec le coordinateur national du renseignement, l'Académie du renseignement, qui est un endroit où vont se former initialement et en formation continue les gens qui font partie de cette communauté du renseignement. Alors rapidement, parce que c'est un peu technique, mais je voudrais quand même vous les citer. En gros, c'est 13 000 personnes, la communauté du renseignement en France. Le plus important, il y a 3 services qui dépendent du ministère des Armées. Le plus important, c'est la DGSE, Direction Générale de la Sécurité Extérieure, qui a été popularisée par une série qui s'appelle Le Bureau des légendes, s'occupe, comme son nom l'indique, de la sécurité extérieure. Il y a 2 autres services militaires, la direction du renseignement militaire, qui elle est rattachée directement au chef d'état-major des armées et sert, c'est du renseignement purement militaire pour aider les forces françaises à savoir qui ils ont à combattre en face. Et puis le 3e service, c'est la DRSD, Direction du renseignement et de la sécurité défense. C'est l'ancienne sécurité militaire qui a pour objet de protéger nos installations, nos bases, et puis de surveiller nos militaires. Parce que ce n'est pas tout à fait inintéressant de savoir que nous avons un risque et qu'il ne faudrait pas prendre nos forces spéciales ou faire monter sur nos porte-avions de nos sous-marins nucléaires un garçon qui pourrait se radicaliser et devenir un terroriste. Donc naturellement, il faut que nos militaires, comme nos policiers d'ailleurs, fassent l'objet d'enquêtes et de surveillance assez importantes et serrées. Voilà donc les 3 premiers services de renseignement. Le ministère de l'Intérieur a un seul service de renseignement. Il y en avait 2, la Direction centrale des renseignements généraux et la Direction de la surveillance territoire, qui ont fusionné en 2008 pour créer la Direction centrale du renseignement intérieur, qui est devenue en 2014 la Direction générale de la sécurité intérieure. C'est la même chose, c'est le service qui s'occupe, c'est le pendant de la DGSE, c'est le FBI, la CIA, c'est ce service qui s'occupe de la défense de la France à l'intérieur de nos frontières. C'est d'ailleurs la DGSI, le service qui est tête de file, a été nommé tête de file par le président de la République dans la lutte antiterroriste. C'est-à-dire que c'est le chef d'orchestre. Et puis nous avons enfin 2 services qui dépendent de Bercy, la Direction nationale des recherches et des enquêtes, du renseignement et des enquêtes douanières, qui est un service de douane, il n'est pas inintéressant de savoir ce qui rentre et ce qui sort, et Tracfin, le traitement et l'action contre les circuits financiers clandestins, qui nous permet de tracer les flux d'argent clandestins qui peuvent éventuellement aider les terroristes. Alors c'est extrêmement difficile parce que les terroristes vivent de tout un tas de choses. Un des chefs emblématiques d'ACMI, son surnom c'est Mr Marlboro, parce qu'il a fait sa fortune. Alors il y a les enlèvements, il y a la drogue, il y a les migrants, il y a le vol, le racket, tout ce que vous voulez. Mais lui, il s'est spécialisé dans le trafic de cigarettes. Et donc quand on voit des gens à Barbès qui achètent des cigarettes, une partie de cet argent va dans la poche de Mr Marlboro et sert donc à alimenter les caisses des mouvements terroristes. Alors, cette communauté du renseignement, il y a un aspect technique qui est très important. On y reviendra un petit peu tout à l'heure sur les moyens. Les Américains, comme les Anglais, ont une agence technique spécifique. Pour les Américains, tout le monde a entendu parler, c'est la NSA. Nous avons décidé, nous en France, de ne pas avoir d'agence spécifique, mais c'est la DGSE, la direction technique de la DGSE, qui va faire le technique, si je puis dire, pour l'ensemble de la communauté du renseignement. Ça ne sert à rien de multiplier les choses, donc la DGSE est complètement en lead sur les aspects techniques. Après, bien sûr, il y a ce qu'on appelle le 2e cercle, c'est-à-dire que tout le monde peut participer à la collecte du renseignement, et c'est même souhaitable. Donc nous avons la police nationale,
qui a un service qui s'appelle le renseignement territorial. Nous avons la gendarmerie, qui a un service qui s'appelle la sous-direction de l'anticipation opérationnelle. Voilà, tout le monde peut recueillir le renseignement, mais il faut qu'il remonte et il faut qu'il soit analysé et recoupé dans le moins d'endroits possible et qu'il y ait un partage de l'information. Tout le monde le sait, mais c'est toujours intéressant de le rappeler. Les Américains avaient à leur possession la totalité des informations qui leur a permis de comprendre et de prévenir les attentats de New York de 2001. Le problème, c'est qu'aux États-Unis, vous avez 20 agences fédérales qui s'occupent de sécurité. Chacun avait une petite partie, mais quand vous avez 2 pièces du puzzle, eh ben, vous ne voyez rien. Quand vous avez l'ensemble des pièces du puzzle, eh ben, vous êtes capable de savoir ce qui va se passer. C'est pour ça qu'il est aussi important que tout remonte au même endroit et puisse être analysé et croisé. Alors, la gendarmerie et la police ont bien sûr toute leur part dans la lutte antiterroriste et dans le renseignement, c'est dans le recueil, c'est pas dans l'analyse. C'est ça qui est important. Et puis, très récemment, il y a un dernier service qui est extrêmement important. Pendant 5 ans, ce service n'a pas été créé pour des raisons malheureusement plus idéologiques que d'efficacité. C'est le bureau central des prisons, du renseignement dans les prisons. Imaginez-vous qu'on a quand même aujourd'hui un peu plus de 500 terroristes incarcérés dans nos prisons. On a 1200 radicalisés, et on a vu qu'ils étaient prêts à tout. À Condé sur Escaut, je vous disais tout à l'heure que l'actualité est toujours riche. On a un détenu qui n'est pas condamné pour des faits de terrorisme. Il est condamné pour un assassinat, si j'ose dire, classique, de droit commun. Mais il s'est radicalisé en prison. Il a pris 1 an de prison pour avoir fait une petite révolte en hommage aux terroristes du Bataclan. Bon, malgré ça, dans des conditions qui restent pour moi un peu obscures, il reçoit sa femme qui n'est pas fouillée et qui a des couteaux, ils agressent les surveillants de prison. Bref, nous avons 1700 personnes dans nos prisons qui posent un vrai problème de sécurité. Or, nous n'avions pas de gens qui s'occupaient de renseignement dans les prisons. Et pourtant, c'est assez simple à comprendre. C'est des gens qu'on a à notre disposition 24 heures sur 24, qu'on peut écouter, qu'on peut surveiller, qu'on peut voir, avec qui on peut parler. Donc on pourrait faire tout un tas de choses, en dehors du renseignement d'ailleurs, éventuellement peut-être tenter des opérations de déradicalisation. La bonne nouvelle, c'est qu'enfin, et c'est très récent, ce service a été créé, ce qui fait qu'on saura mieux ce qui se passe dans nos prisons. C'est assez rigolo de savoir que finalement, on a été moins capable de savoir ce qui se passait à l'intérieur des prisons qu'à l'intérieur d'une cité sensible et difficile. Donc ça, c'est le renseignement. C'est le plus important. Hein. Si vous avez à souvenir que d'une seule chose de tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, c'est ce que je vais vous dire maintenant, la lutte contre le terrorisme, à 95%, c'est un travail de renseignement. Pourquoi ? Parce que vous, ce que vous voulez, c'est qu'on arrête les terroristes avant qu'ils aient passé à l'acte. Qu'on les arrête après, qu'on les tue après, c'est un échec. Le travail de lutte antiterroriste, c'est le travail de renseignement. C'est pour ça que quand on veut renforcer la lutte antiterroriste, c'est les services de renseignement qu'il faut renforcer, pas le reste. Le reste, ça existe quand même, et c'est important parce que malheureusement, de temps en temps, les méchants gagnent et nous avons des attentats. Donc nous avons en France une coordination de ce que j'appelle le judiciaire, qui est assez efficace. Donc on a une coordination depuis 1986, les juges antiterroristes et le parquet antiterroriste. Ça a été un plus considérable parce que ce sont des affaires qui sont compliquées. Vous apercevez que sur le long terme, il y a des croisements systématiques entre... on retrouve toujours un petit peu les mêmes, donc ça demande d'avoir des magistrats spécialisés. Nous les avons depuis 1986, avec l'action de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, ce qui nous permet d'avoir des magistrats qui sont des gens compétents dans le domaine du terrorisme, et une incrimination qui nous permet, avant la commission, avant le passage à l'acte, de pouvoir les interpeller et les condamner d'ailleurs assez lourdement, puisqu'il a été créé une association de malfaiteurs terroristes criminels avec des peines pouvant aller jusqu'à 30 ans de prison. Pareil, dans l'actualité, je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais le président de la République souhaite créer un procureur national antiterroriste, et ça devrait se passer en septembre, ce qui fait qu'on aura au sein du parquet de Paris une unité complètement autonome, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque aujourd'hui c'est le procureur de Paris. Vous avez vu le procureur Molins pendant de nombreuses années s'exprimer lors des conférences de presse. C'est le procureur de Paris qui avait en charge la lutte antiterroriste. Alors ces magistrats antiterroristes, ils s'appuient en gros sur 2 forces de police. D'un côté, une force de la police judiciaire qui s'appelle la SDAT, la sous-direction antiterroriste. Là aussi, je passe rapidement. Et de l'autre, et là, c'est quelque chose qui est
très originale. Il y a un département judiciaire à la DGSI. C'est-à-dire qu'il y a des officiers de police judiciaire qui font des procédures et qui sont tout de même affectés à un service de renseignement. Voilà. Alors c'est un peu contre nature, parce que le judiciaire, par vocation, est ouvert. Le judiciaire, c'est des gens qui vont être arrêtés, passer devant un tribunal et être condamnés de manière tout à fait ouverte, alors que les services de renseignement doivent travailler dans le secret. Le choix qui a été fait est, me semble-t-il, un bon choix, parce que bien sûr, le renseignement nourrit le judiciaire, c'est ce que je vous ai dit, mais le judiciaire nourrit également le renseignement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, dans le cadre d'une procédure judiciaire, vous faites des écoutes, vous faites des perquisitions, eh bien, vous pouvez trouver tout un tas d'éléments qui vont permettre aux services de renseignement de se relancer sur une filière. Et enfin, il y a une coordination de l'intervention. Donc nous avons 3 services d'intervention en France. Alors, ils sont présentés parfois comme des services antiterroristes. Ce ne sont pas des services antiterroristes, ce sont des services d'intervention. C'est-à-dire qu'ils vont intervenir sur des terroristes, ils vont intervenir sur des fous, ils vont intervenir sur des go-fast. Mais voilà, ils n'ont pas de spécialité antiterroriste, ils ont une spécialité intervention. C'est le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale créé en 1974. La BRI à Paris, c'est ceux qui sont intervenus notamment au Bataclan, qui a été créé en 1972, et le RAID, l'unité nationale de la police, qui a été créée en 1986. Voilà. Donc on a 3 forces d'intervention. Alors, franchement, honnêtement, on en aurait une, on s'en porterait mieux. Mais comme il y a 3 directions importantes, vous avez la direction générale de la police, la direction générale de la gendarmerie et le préfet de police, eh bien, chacun a sa force d'intervention. Alors, pour essayer que ces gens-là ne se tirent pas dessus sur les interventions, on a créé en 2010 une unité de coordination des forces d'intervention, l'UCOFI, qui est dirigée aujourd'hui, je crois, par un général de gendarmerie, et qui peine quand même, parce que ce sont des gens qui ont un fort tempérament et qui ne partagent pas facilement. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est comme ça. On peut rajouter également les forces spéciales de l'armée française, le COS, où il y a à peu près 3000 personnes 3000 militaires qui travaillent aujourd'hui. Alors, ils n'interviennent pas sur le territoire national, mais le 1er RPIMA ou le 13e RDP peuvent intervenir sur des prises d'otages à l'étranger, notamment en Afrique, ils l'ont fait à plusieurs reprises. Et en cas d'extrême difficulté, il faut savoir qu'ils pourraient intervenir sur le territoire national. Par exemple, le RAID, qui est une unité que je connais bien, et la BRI aussi, puisque j'ai eu l'honneur d'appartenir à la BRI, fait des entraînements assez réguliers avec le 13e RDP notamment. Alors maintenant, les moyens de lutte. J'ai encore 5 minutes. Et c'est le plus important parce que ça va déboucher sur des conseils de sécurité que je vais vous donner. Il y avait ce qui était autorisé et ce qui était interdit, c'était relativement simple. On faisait des perquisitions dans tel et tel cas, on faisait des écoutes dans tel et tel cas. Ce n'était pas le cas des services de renseignement, où il y avait une espèce de flou, disons qu'on n'était ni dans le blanc ni dans le noir, on était un petit peu dans le gris. C'est ce qui fait que les agents des services de renseignement travaillaient un peu sans trop savoir si ce qu'ils faisaient était parfaitement légal, un peu légal, comment ça allait se passer. Donc cette loi de 2015 a permis de donner un cadre légal aux interventions des services de renseignement sur le territoire national. Je parle bien sur le territoire national, ce qui se passe en dehors ne me regarde pas ici. Alors par exemple, la loi de 2015 a prévu qu'on pouvait faire des écoutes administratives. On pouvait demander les facturations d'étayer à un téléphone, on pouvait géolocaliser le téléphone portable, on pouvait rentrer chez les gens et mettre des caméras, on pouvait rentrer chez les gens et mettre des micros, on pouvait capter les données qu'ils écrivaient sur leur ordinateur, on pouvait surveiller leur flux Internet, on pouvait mettre des balises sur leurs moyens de déplacement. On avait également des moyens humains, on infiltrait des agents auprès d'eux, on avait des informateurs, c'est-à-dire qu'on demandait à vos femmes ce qu'elles pensaient de vous, et on faisait également des filatures, et on vous suivait 24 heures sur 24. Voilà. Alors, et puis par ailleurs, on pouvait également vous inscrire à un certain nombre de fichiers, notamment le célèbre fichier S. Alors je m'arrête une seconde, il y en a d'autres des fichiers, mais ce fichier S, il alimente tous les fantasmes du monde. Le fichier S est un fichier qui appartient à un fichier beaucoup plus global qui s'appelle le fichier des personnes recherchées. Quand vous êtes à brigade criminelle, que vous avez identifié un assassin mais vous ne savez pas où il est, vous l'inscrivez au fichier des personnes recherchées. Il est en fiche PJ avec un code. En l'occurrence, si je le recherche pour un assassinat, c'est interpellation, placé en garde à vue. Et à partir du moment où n'importe quel douanier, gendarme ou policier français ou européen, grâce au système d'information Schengen, va interpeller et contrôler cette personne, d'autant plus qu'il y a maintenant la photo et les empreintes digitales, donc même avec des faux papiers, éventuellement, eh bien, il sera interpellé, on passera un coup de téléphone au chef de brigade criminelle et on dira, voilà, on a arrêté votre bonhomme. Ça, c'est... Voilà. Donc, dans le fichier de personnes recherchées, vous avez des fiches J, comme justice,
vous avez des fiches A, comme aliénés, des fous qui sont en fuite, etc. Et vous avez les fameuses fiches S. S comme sûreté de l'État. Donc là, ce sont des fiches très particulières parce que ce ne sont pas des fiches pour arrestation. Ce sont des fiches, la conduite à tenir, c'est ne pas attirer l'attention, ne pas interpeller, mais prendre le maximum d'informations sur la personne et faire un rapport. Donc vous avez parmi les fiches S, il y a à peu près, je crois, 20 000 fichiers S en France. Il y en a la moitié qui ne sont pas des terroristes islamiques. Vous pouvez avoir des gens qu'on va soupçonner d'être des espions chinois, russes, américains, des gens de l'ultra-droite ou de l'ultra-gauche, etc. Et puis bien sûr, là-dedans, il y en a à peu près la moitié qui sont des gens que nous suspectons d'avoir des liens ou d'être eux-mêmes des terroristes islamistes. Mais vous pouvez très bien être fichier S et être absolument pas du tout un terroriste, et que d'ailleurs les services de renseignement le savent. Je vous donne un exemple. Un des travaux les plus importants de nos services de renseignement, notamment la DGSI et la DGSE, c'est de savoir qui est parti en Syrie et en Irak, qui est parti combattre, quels Français sont partis combattre Daesh. Eh bien, parfois on le sait, parfois on a un doute. On s'est aperçu que tous les hommes qui partaient restaient finalement, quand je dis tous, on est toujours dans la statistique, 90% restaient en lien avec leur famille et particulièrement avec leur mère. Donc une des techniques pour savoir ce qu'on peut faire, c'est de surveiller la maman. Et donc de mettre par exemple une fiche S sur cette mère. On sait très bien qu'elle n'est absolument pas elle-même une terroriste, mais ça peut être très intéressant si par hasard à un moment elle prend l'avion pour aller en Turquie, eh bien, on peut penser que ce jour-là, elle va essayer d'aller rencontrer son fils. Et donc ça voudra dire que soit nos services spécialisés, soit les services étrangers vont la prendre en compte et en la suivant, peut-être vont nous amener aux terroristes que nous recherchons éventuellement. Donc vous voyez, c'est typique, là, on a raison de mettre une fiche S sur cette femme, peut-être même qu'on la mettra sur écoute. On sait dès le départ que ce n'est pas du tout une terroriste. C'est pour ça qu'à partir du moment où on dit « oh là là, c'est un fichier S, il faut les mettre en prison », c'est absurde. Voilà, c'est absurde. Sur les fiches S, une dernière chose, c'est que ça ne vous a pas échappé, la quasi-totalité des terroristes endogènes qui ont frappé la France depuis 2012 sont fichés S. Ou plus exactement, sont connus des services de renseignement. C'est à la fois rassurant et agaçant, voire plus. C'est insupportable parce qu'on se dit, mais enfin, c'est pas possible. On les connaît puisqu'ils font l'objet d'une fiche. Et pourtant, ils ont pu passer à l'acte. Permettez-moi de présenter ça de l'autre côté. Finalement, c'est plutôt assez rassurant de voir que ceux qui passent à l'acte, on les avait déjà prédétectés. Et donc la difficulté auxquelles nos services de renseignement sont confrontés, c'est pas tellement, comme je l'ai entendu dire et comme je l'ai lu beaucoup, c'est le décèlement des signaux lointains et précoces. Tout d'un coup, il y a un mec qui se laisse pousser la barbe, on se demande s'il n'y a pas de devenir. Ça, on le fait très bien, puisque dans notre base de données du fichier des radicalisés de 20 000 personnes, eh bien, on a la quasi-totalité de ceux français qui vont commettre les attentats. Donc le sujet, c'est au contraire comment est-ce qu'on les qualifie. C'est le haut du spectre. Comment être capable, parmi ces 20 000, 25 000 personnes, d'identifier les 200 à 300 qui vont passer à l'acte et quand. Voilà. Et c'est ça notre défi. C'est ça le défi. Quand je dis notre défi, je suis plus flic depuis 7 ans, mais vous voyez, j'ai toujours conservé cette habitude de dire nous. Je vous prie de m'en excuser. Alors, je ne vous ai pas entendu réagir, mais peut-être au fond de vous, vous dites, enfin quand même, hors cadre judiciaire, sans qu'un magistrat soit au courant, les gens des services de renseignement peuvent rentrer chez moi, me suivre, épier mon téléphone, me mettre une caméra dans ma voiture, un micro, etc. Alors, il y a bien sûr quelque chose qui est important, c'est le contrôle. Donc, la loi de 2015 a prévu une commission qui s'appelle la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. C'est difficile, tous ces acronymes, hein. Même moi, j'ai du mal à m'y retrouver au bout d'un moment. Alors, à partir du moment où un service de renseignement veut faire une technique de renseignement, veut poser une balise sur une voiture, veut rentrer chez quelqu'un pour mettre un micro, eh bien, il doit demander l'autorisation de le faire. Concrètement, le service qui le fait une demande, ça passe par le directeur, par exemple le directeur de la DGSI, ça passe par le ministre de l'Intérieur et ça va au Premier ministère. Entre-temps, ça passe devant la commission. La commission dit oui ou dit non, c'est un avis consultatif uniquement.
dans les faits, 999 fois,9 sur 1000, le Premier ministre suit l'avis de la Commission, et in fine, c'est le Premier ministre qui prend la décision. Donc, il n'y a pas un micro posé, une voiture balisée, sans une autorisation du Premier ministre, ou bien sûr de son représentant, parce que, imaginez-vous, s'il est obligé de signer tout, il y passerait son temps. Voilà, c'est comme ça que nous contrôlons. La Commission nationale de contrôle est présidée par quelqu'un qui est nommé pour 6 ans non renouvelable. Il y a à côté de lui un conseiller d'État, un magistrat, un député, un sénateur. Et pour avoir souvent demandé des écoutes administratives quand j'étais policier, eh bien, je peux vous dire qu'il y a des choses qui ne passent pas et que ce contrôle est fait sérieusement. J'espère que ce sera de nature à vous rassurer. Alors maintenant, je vais finir par vous inquiéter. Parce que vous l'avez compris, toutes ces techniques de renseignement, captation des données de votre portable, de votre ordinateur, micro, infiltration, agent infiltré, homme, femme, créature de rêve, eh bien, toutes ces techniques, tous les services de renseignement du monde les font. Pas tous sous contrôle. Donc vous avez un certain nombre de pays, disons, moins démocratiques que les autres, qui vont appliquer toutes ces techniques, non pas sur les terroristes ou sur des espions avérés, comme le pratique par exemple la France, mais sur tous les gens qui les intéressent. Et par exemple, bien sûr, les hommes d'affaires, ceux qui viennent négocier des contrats, ceux qui viennent vendre, ceux qui viennent acheter, ceux qui viennent échanger, ceux qui viennent travailler, ceux qui viennent enseigner, eh bien, potentiellement, sont soumis à ce type d'investigation. Voilà. Alors donc ça, c'était pour vous faire peur. La sécurité totale, là-dessus, elle n'existe pas. Quand vous êtes dans un certain nombre de pays, si vous avez affaire... Alors si vous y allez juste pour vous balader, c'est pas dramatique. Si vous y allez pour un contrat moyen, c'est pas dramatique. Si vous y allez sur des choses importantes, je crois qu'il y a des précautions qui sont absolument indispensables. Et ces précautions, il faut être un petit peu paranoïaque. D'abord, il faut avoir confiance en rien ni en personne, ce qui n'est pas toujours facile dans un échange commercial, j'en ai conscience. Mais notamment, vous ne pouvez pas faire confiance ni à votre ordinateur, ni à votre téléphone. Alors, de base, absolument, ne jamais être connecté sur le Wi-Fi quand vous êtes à l'étranger, notamment dans ces pays-là. Je sais bien que ce n'est pas très commode, ça peut coûter cher, jamais. Par exemple, tous les hôtels avec Wi-Fi en Chine sont potentiellement écoutés par les services de renseignement. N'allumez pas votre téléphone portable dans l'enceinte de l'aéroport. Nous avons des petites valises, ça s'appelle les IMSI Catcher. Et quand vous passez à côté de l'IMSI Catcher, et évidemment, quand vous êtes dans un aéroport, vous êtes assez facilement guidé, eh bien, ça pompe immédiatement toutes les données que vous avez sur votre téléphone. Sauf s'il est fermé. Donc le conseil numéro 1, c'est plutôt de partir à l'étranger avec le minimum. Il est prudent d'avoir 2 téléphones. Un téléphone pour le quotidien et puis un téléphone quand vous partez avec quelques numéros de téléphone. Il est prudent de ne pas amener votre ordinateur portable avec tout ce qui ne regarde pas éventuellement les choses. Voilà. Il est prudent d'échanger plutôt par messagerie cryptée que par messagerie non cryptée, même si, que ce soit WhatsApp ou Telegram, in fine, les services des grands pays arrivent quand même, bien sûr, à vous écouter et à vous décrypter. Il est impératif de ne jamais rien dire d'important qui puisse vous incriminer au téléphone. Voilà. Frédéric, vous nous avez parlé de longue liste de terroristes, mais vous n'avez pas parlé de la Rote Armée Fraction, d'Action Directe et des Brigades Rouges. Pourquoi? C'était des guélurons, c'était des bisounours, ces gens-là, ou ils flirtent un peu avec le terrorisme? J'ai parlé d'Action Directe. Ah, je vais le sortir. Je crois que ma réponse suffit, là. Et les 2 autres? Alors, effectivement, la Rote Armée Fraction et les Brigades Rouges, c'est du terrorisme d'extrême gauche, bien sûr, mais c'est pas... Enfin, je voulais montrer les terroristes qui ont frappé la France. Alors, c'est vrai que la Rote Armée Fraction et les Brigades Rouges, en tout cas les Brigades Rouges, se sont beaucoup réfugiés en France, ils ont peu frappé en France. Voilà.
Alors on en a toujours d'ailleurs, hein, des gens qui sont recherchés par l'Italie. Le cas le plus célèbre, c'était Cesare Battisti, que nous avons volontairement laissé partir. Puis finalement, il a été extradé, arrêté et purge maintenant sa peine à perpétuité. Où il a, semble-t-il d'ailleurs, en Italie, d'après ce que j'ai lu dans la presse, reconnu les 4 homicides qu'il avait amené à être condamné. Voilà. Alors il y avait des liens, bien sûr, entre toutes ces équipes, puisque derrière l'extrême gauche, c'était vrai pour Action Directe, mais c'était encore plus vrai pour la Rote Armée Fraction. Il y avait l'Allemagne de l'Est et le bloc soviétique, puisqu'on a retrouvé, après la chute du mur de Berlin, on a arrêté des terroristes est-allemands, et notamment une femme qui avait assassiné un policier à Paris. Eh ben, une fois qu'elle avait été identifiée, elle avait quitté l'Allemagne de l'Ouest. Elle avait d'ailleurs refait sa vie en Allemagne de l'Est. Elle était mariée, elle avait eu des enfants. Et 20 ans après, elle a été arrêtée de l'autre côté. Bon, je crois que là, en l'occurrence, on peut vraiment parler de terrorisme d'État. Ma question est la suivante. Elle est très terre à terre. Elle ne concerne pas le terrorisme, elle ne concerne pas l'espionnage. Elle concerne le voyageur au quotidien qui arrive à 5 h du matin. Quand tu étais justement directeur général de la police nationale, c'était sur le calibrage justement des postes de police pour pouvoir recevoir tous ces avions qui arrivent en même temps et où on se retrouve dans une file complètement folle. Est-ce que c'est un problème de programmation, d'organisation? Quels étaient les problèmes en fait que connaissait la police des frontières à ce moment-là? Qu'elle connaît toujours. Hein. Qu'elle connaît toujours. Et c'est pas terrible en France. Mais moi qui ai eu l'occasion, moins que vous sûrement, mais de quand même un petit peu voyager dans ma vie, j'ai parfois passé très très longtemps à attendre de passer divers contrôles. Bon, et c'est ce que je disais tout à l'heure, le terrorisme nous empêche de vivre aussi à cause de ça. Aller aux États-Unis, c'est pas simple. Et puis une fois que pour une raison ou pour une autre, vous n'êtes pas sur la bonne liste, ben, tout d'un coup, on vous retire votre visa et pour retourner... J'ai l'exemple d'un de mes amis qui est chirurgien. Et il opère, parce qu'il a une spécialité, il opère partout dans le monde. Il a été opéré à plusieurs reprises aux États-Unis. Il a un visa, bien sûr. Et il se trouve qu'il a un homonyme qui s'est fait arrêter. Donc on lui a refusé son visa. Donc il a été défendre son cas en disant « c'est pas moi qui ai été arrêté, c'est mon homonyme ». Eh bien le dossier est reparti au Homeland Security. Ben, pour l'instant, il n'y a toujours pas de visa. Et ça peut durer, on ne sait pas, 6 mois, 8 mois, 1 an. Voilà. Et ça, c'est parce que les gens se protègent, et c'est naturel, contre les problèmes de terrorisme, mais ça nous pose des difficultés. Moi, je crois quand même beaucoup, à terme, à la reconnaissance faciale, qui permettra de passer les frontières beaucoup plus rapidement et de manière beaucoup plus efficace. Donc, à la fois, ça sera du confort pour nous, c'est-à-dire que vous passerez dans une espèce de couloir, vous serez identifié. Il n'y aura même pas besoin, d'ailleurs, dans un monde parfait, de montrer votre passeport, ni même d'ailleurs de l'avoir, puisque vous serez identifié. On verra si votre passeport il est toujours valide, s'il vous correspond bien. On verra si vous n'êtes pas recherché. Et puis vous passerez dans le flou, dans le flot, et ça ira évidemment beaucoup plus vite, en tout cas pour les citoyens français. Voilà. Donc je crois que toutes ces difficultés qui sont réelles, qui sont dues à tout un tas de choses, là, en l'occurrence, probablement, la technique nous permettra d'y faire face.